pénétrer dans des demeures et bâtiments de toute nouveauté, bio-écologique, on va dire. Et donc notre invité, qui s'appelle Antoine Perrault, vous le savez bien sûr, revient là pour la deuxième fois, puisque en 2022, si je ne me trompe pas, il nous avait déjà présenté une conférence dont le titre était « Face à la crise ». Non, c'est pas celui-là. « Le confort sans clim », voilà. Hein, et la question était de savoir si, justement, dans un climat tropical comme le nôtre, il était possible, justement, de construire des bâtiments qui nous permettent d'être au frais sans climatisation. Alors ce soir, ah ben tu n'as pas mis le titre, bon, vous l'avez lu bien sûr puisque vous êtes venu pour cela, le titre de la conférence donnée par Antoine sera « Face à la crise climatique, le puits dépressionnaire, nouvel archétype architectural, c'est un point d'interrogation ». Alors en quelques mots quand même, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas notre invité, eh bien, il est architecte à La Réunion, bien évidemment, depuis 1992, et surtout, ce sont ces points sur lesquels je vais insister. En 2003, il a fondé en association avec Michel Reynaud, qui est son collègue, le laboratoire d'écologie urbaine, qui s'appelle LE, dont nous avons d'ailleurs une représentante, puisqu'elle est doctorante, elle fait des recherches. Docteur. Ah, déjà? Ah, d'accord, pardon. D'accord. Bon, voilà. Et donc, il travaille dans ce laboratoire. Et l'objet donc de ce laboratoire, le LEU, comme la ville que vous connaissez bien, est de travailler sur l'aménagement urbain en milieu tropical et la qualité environnementale du bâtiment. Je ne me suis pas trompé? Merci. Bon, voilà, les sites internet quand même sont bien faits d'ordinaire. Hein, voilà. Et pour aller plus loin par rapport à ce laboratoire initial, toujours avec Michel Reynaud, il a créé aussi le laboratoire d'architecture bioclimatique qui s'appelle LAB, et LAB cette fois. Et les compétences donc de ce laboratoire sont aussi variées et complémentaires que l'urbanisme, à savoir le paysage, le design, la qualité environnementale, l'étude des structures et bien sûr l'architecture. Voilà. Donc vous voyez que la palette est large et que la tête d'Antoine est bien remplie et bien faite, n'est-ce pas, comme le disait Montaigne. Alors, je fais vite parce que ici nous avons une docteure de l'université, mais Antoine lui-même en est un, car il a présenté donc une thèse en 2019, c'était hier quasiment. Hein. Le sujet de la thèse était « Influence de la ventilation naturelle dans l'évolution de l'architecture tropicale ». Et juste en deux mots, pour que vous ayez une petite idée tout de même du propos qui était tenu, Antoine donc fait état d'une avancée notoire en architecture, et il dit ceci: nous avons, au travers d'une étude de cas, à savoir la ZAC Cœur de Ville de la Possession, que vous connaissez peut-être, si vous n'y êtes allé, je vous le recommande vivement. Je ne dis pas qu'Antoine ait du temps pour nous faire visiter la ZAC Cœur de Ville, mais enfin, ça mérite d'être vu. Bref, donc nous avons étudié comment proposer la transcription et assurer la pérennité de la chaîne de ventilation naturelle dans des documents officiels tels que le PLU, afin de rendre le concept de ville éolienne applicable, opposable et donc reproductible en pays tropical comme la Réunion. Donc ça veut dire que nos frontières insulaires, n'est-ce pas, seront dépassées au-delà de nos limites océaniques pour aller dans d'autres climats tropicaux, comme on l'a dit. Alors, actuellement, Antoine continue de travailler. Dans un instant, peut-être, il va vous dire qu'il prend l'avion demain pour aller sur les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Mais tu en diras un mot tout à l'heure. Bref, après son doctorat, il est devenu maître de conférence à l'école d'architecture du port, qui était jusqu'alors l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier, et qui va porter le titre officiel d'école d'architecture de la Réunion et de l'océan Indien. Voilà, la chose met du temps à se faire, mais en tout cas, c'est une avancée auquel notre invité a contribué. Alors, je termine bien évidemment, puisque l'essentiel c'est d'écouter notre invité. Antoine participe également à de nombreuses conférences internationales. Alors, de manière internationale, je l'ai bien dit, l'une d'entre elles, Fibre Innovation à Paris, ou encore à Pondichéry, sur l'efficacité économique et énergétique des bâtiments tropicaux, ou encore à Sydney, Dear Urban Conference, ou encore Johannesburg, et je pourrais en citer d'autres, voilà.
donc renommée internationale, je souligne la chose. Et parmi les réalisations architecturales proches de nous, eh bien, nous avons eu le plaisir vraiment, et puis, comment dire, nous avons acquis des connaissances dans ce domaine-là, car c'est lui et son équipe, bien sûr, qui a construit la maison du Parc National à la Plaine des Palmistes. Et là encore, si vous avez la possibilité de visiter non pas les bureaux de visiteurs, bien sûr, mais d'aller dans les arrières, les bureaux eux-mêmes de l'administration. Exceptionnel. Justement, nous l'avions fait avec Antoine lui-même. Alors bon, voilà une réalisation. Vous avez la résidence universitaire du Tampon, les Irois à Terre-Sainte, d'IUT de même, et puis des gymnases, des écoles, des EHPAD, etc., etc. Voilà, bref. Maintenant, il n'y a qu'une seule marque, Antoine Perrault. Ah oui, c'est le laboratoire de recherche. Je vais vous expliquer, je ne sais pas si on m'entend là. Oui, oui. Alors dis-nous demain déjà. Ah, enfin, on va faire demain. En fait, je vais à Paris dans le cadre des Olympiades culturelles qui ont été organisées par le ministère de la Culture, qui a sollicité les 20 écoles d'architecture françaises et qui a demandé à ce qu'elles élaborent un pavillon affilié avec une fédération de sport française. Et ces pavillons ont été conçus et réalisés par les étudiants. Et donc il y a 15 jours, j'étais avec un collègue, Nicolas Perrabonne, et avec 14 étudiants pour construire ce pavillon qu'on avait mis dans un conteneur, qu'on avait conçu et réalisé à La Réunion. Et donc de jeudi, c'est l'inauguration des pavillons, donc des 20 pavillons dans le cadre des Olympiades culturelles, avec normalement la ministre de la Culture, mais bon, avec les événements récents, je ne sais pas si elle sera présentée. Elle sera sûrement représentée, mais si elle viendra en personne, j'en sais rien. Donc on va représenter l'école de La Réunion là-bas, et puis quelque part aussi La Réunion. Donc on va mettre La Réunion en l'air à Paris, c'est super. C'est une belle aventure avec les étudiants. Et merci pour cette présentation très complète et qui est plutôt qui m'honore. Et merci encore. Aujourd'hui, effectivement, j'ai un peu changé de statut, c'est-à-dire que j'ai effectué la transmission de mon activité au sein de Le Réunion et de la Réunion à mes jeunes collaborateurs pour qu'ils puissent s'exprimer à loisir. Et je me consacre maintenant complètement à la transmission, en fait, puisque, et c'est aussi une nouvelle raison, je ne suis plus maître de conférence, mais je suis professeur d'école d'architecture depuis une semaine. Ce qui me permet de participer au développement effectivement de la future école d'architecture de La Réunion qui s'appellera l'ENSA La Réunion et dont les décrets sont en cours de signature dans les différents ministères et qui doit être officiellement démarré le 1er janvier 2025. Donc c'est demain. Donc ça nous demande actuellement pas mal de travail, de préparation, vous imaginez, à tous les niveaux pédagogiques, administratifs, etc., etc. Mais c'est une belle aventure et il faut souligner que c'est la première création d'une école nationale supérieure par l'État français depuis 1970, donc c'est quand même assez remarquable. Alors c'est pas tout à fait une création, c'est une évolution statutaire, parce que ça fait 20 ans qu'il y a cette antenne à La Réunion et qu'elle grandit progressivement. Voilà, c'était pour introduire mon propos. Et donc le travail que je présente là, il est le fruit de ma collaboration en tant que chercheur associé au laboratoire Piment. C'est le laboratoire de l'Université de La Réunion qui m'a hébergé pour ma thèse et qui est un laboratoire spécialisé en physique du bâtiment. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous parler d'équations, d'intégrales ou machin comme ça, c'est pas mon propos et c'est pas ma spécialité. Moi, l'objectif, c'est en fait d'appliquer, de montrer comment des principes qui sont sur le papier théorique, entre guillemets, peuvent s'appliquer avec plus ou moins de succès. C'est aussi l'objectif d'un travail de recherche, de voir ce qui fonctionne mais ce qui fonctionne moins bien. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque le travail que je vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez unique, puisqu'en fait, on a un certain nombre un groupe d'architectes, que vous verrez tout à l'heure des différentes réalisations, avons produit à La Réunion ce qu'on appelle un nouvel archétype, avant de commencer ma présentation, c'est peut-être important de le souligner. Un archétype, c'est par exemple l'archétype de la maison provençale. C'est un archétype, c'est-à-dire que ça répond à un certain nombre de règles architecturales, enfin des règles écrites ou non écrites, qui font qu'un bâtiment peut être identifié assez facilement et remis dans une famille de bâtiments, comme je sais pas, les bâtiments cultuels ou les bâtiments gothiques, etc. Alors ça n'a pas la prétention d'être à ce stade-là, mais c'est quand même assez important pour le souligner, puisque ça
l'objectif de ce travail-là est de montrer que, comme dans tout travail de recherche, après un travail bibliographique, cette approche elle est nouvelle, qu'elle n'a pas été faite ailleurs, qu'il n'y a pas autre part quelque chose qui ressemble, peut-être un peu de loin, mais quand on regarde, vous verrez que ce n'est pas si évident que ça, et que c'est vraiment quelque chose qui est issu d'un travail collaboratif à La Réunion entre des ingénieurs, des architectes, et qui propose vraiment quelque chose de nouveau. Donc tout ça, ça se passe en fait dans le contexte malheureusement de la crise climatique, où on cherche des solutions aujourd'hui à avoir des bâtiments qui sont fonctionnels et confortables en consommant le moins d'énergie possible. L'idée, c'est pas de ne pas consommer d'énergie, ça paraît illusoire, mais bien cet objectif du moins d'énergie possible. Et pour ça, on a recours à un certain nombre de process. Et en milieu tropical humide, comme on est là, et c'est un peu ce que j'avais évoqué lors de ma dernière conférence, la première idée, la solution la plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la ventilation traversante. C'est pour ça que j'ai mis au-delà de la ventilation traversante, parce que l'idée, effectivement, c'est que dans certains cas, on va voir lesquels, cette ventilation traversante est inopérante, et à ce moment-là, est-ce qu'on a d'autres solutions, ou bien la seule solution réside dans ce qu'on pourrait dire fermer la boutique et mettre la climatisation, ce qui est une forme de renoncement, et en tout cas d'augmentation très importante de la consommation énergétique, et donc une participation beaucoup plus grande à l'augmentation de nos problèmes. Juste quelques chiffres pour que vous compreniez les enjeux de ce travail-là, c'est que le bâtiment, dans le poids du bilan carbone mondial, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment. Et le ciment, avec le ciment, c'est 5%. Donc on ne parle pas de pouillème, on est vraiment, le transport aérien, c'est que 3 ou 4%, entre guillemets. Donc on est vraiment dans des impacts forts, et c'est pour ça que ce travail, il prend sa place et sa justification dans ce contexte de cette crise climatique. Donc malheureusement, effectivement, je ne vais pas revenir sur cette crise parce que ça va casser le moral à tout le monde, donc c'est pas la peine, on est déjà assez atteint par tout ça. On va essayer d'être un peu plus positif. Juste un petit rappel, ce qu'il faut comprendre, pourquoi on parle de ventilation naturelle et en milieu tropical humide, parce qu'en fait c'est la seule façon d'obtenir le confort de manière passive, c'est-à-dire sans le recours à des systèmes actifs. C'est quoi un système actif? L'énergie possible. Alors, on parle du confort thermique là, hein, mais il y a des tas d'autres formes de confort évidemment. On va s'attacher plus là au confort thermique. Le confort thermique, c'est le fait qu'un individu se sente bien dans l'endroit où il habite, où il travaille. Là, par exemple, je commence à être pas très bien et ça fait un peu chaud. Donc, je commence à sortir de ma zone de confort, et peut-être que certains aussi déjà et d'autres moins, puisque c'est quand même assez subjectif. Pardon. Donc, je vais juste faire quelques petits rappels pour bien comprendre pourquoi on parle de ça. Donc, le confort du tropical humide, comme je le disais, l'objectif, c'est que le corps reste en confort dans le contexte dans lequel il est. Et pour ça, nous, on va travailler il y a différents éléments qui permettent d'assurer au corps un confort thermique. Il y a différents systèmes, il y a l'évaporation, la transpiration, il y a la convection, c'est ce dont on va parler avec la vitesse de l'air. Il y a le rayonnement. Le rayonnement, ça paraît un peu peut-être abstrait. Mais par exemple, en ce moment, les spots, ils émettent de la lumière, mais cette lumière, elle amène du rayonnement aussi, elle amène de la chaleur. Quand vous êtes sous une varangue à l'ombre, ben vous sentez, il fait plus chaud que sous un arbre, parce qu'en fait, la tôle, elle monte en température et va rayonner. C'est du rayonnement électromagnétique. Donc il y a aussi la problématique du rayonnement, et évidemment on va avoir un confort qui va varier dans la journée en fonction de notre métabolisme. C'est pas le propos. Là, le propos, ça va être de travailler sur les échanges par convection, c'est-à-dire sur la vitesse de l'air sur le corps. En fait, la vitesse de l'air sur le corps génère une accélération des échanges convectifs à la surface de la peau, et donc permettent d'abaisser la température ressentie de 4 à 5 degrés quand on a une vitesse de 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde, c'est pas beaucoup, hein, c'est 3,6 km/h, c'est une brise. Et c'est là-dessus qu'on travaille quand on travaille en milieu tropical humide. C'est là-dessus c'est que tout le travail qu'on a présenté sur la ventilation traversante, c'est là-dessus qu'il se base. Et c'est aussi sur ces phénomènes-là qu'on va travailler dans les exemples que je vais vous montrer maintenant. Et encore une fois, c'est bien dû à la spécificité du milieu tropical humide, qui est caractérisé par des températures élevées et surtout une hygrométrie élevée. C'est ce couple température et hygrométrie qui définit les limites du confort admissible. C'est pour ça que, par exemple, on considère qu'on a des températures morbides à 36 degrés avec 80% d'humidité, alors qu'à 45 degrés avec 10% d'humidité, on n'est pas dans des 40 degrés, on n'est pas forcément dans des températures morbides. C'est bien le degré d'hygrométrie qui modifie totalement le comportement du corps et la capacité à se refroidir
par transpiration qui va modifier le confort ressenti. Donc ça se base vraiment sur le confort de l'être humain et non pas sur des mesures dans un bâtiment abstraites pour savoir s'il fait 20 degrés, 25 degrés, etc. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça aussi que quand on parle de canicule, il faut toujours bien regarder ce couple température-hygrométrie. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire concrètement? C'est assez simple, l'architecture bioclimatique en milieu tropical humide, l'idée c'est de reproduire le confort d'un individu sous un arbre et avec une gentille brise qui vient le caresser. Ça c'est le top. Et on essaie de faire en sorte que le bâtiment qu'on va concevoir se rapproche le plus possible de ce confort-là. Et j'ai bien mis l'ombre d'un arbre, parce que c'est pas comme l'ombre d'un bâtiment ou l'ombre d'une tôle, etc. Donc pour ça, on travaille sur des concepts d'architecture qui sont assez simples finalement, c'est d'avoir un grand chapeau protecteur qui va nous protéger de la pluie et du soleil, et des parois, c'est la deuxième image, et des parois très poreuses qui vont permettre la mise en place de ces flux d'air qui vont venir gentiment caresser le corps des individus qui seront dans ce bâtiment. Et je ramène toujours à l'individu, parce qu'encore une fois, notre propos n'est pas de faire des bâtiments confortables, mais de faire en sorte que les gens qui sont dans un bâtiment soient en confort à l'endroit où ils sont. Je ne ressens pas le même confort ici que vous, là, ou que les gens qui seraient là-haut sur la mezzanine. Donc c'est un peu plus complexe que ça, en fait. Ça peut être très localisé. Donc après, vous avez un exemple, ça c'est une coupe, enfin c'est une manière de représentation de l'école de Bois d'Olive qu'on a fait avec Michel Reynaud, sur laquelle on a eu des prix internationaux, qui reproduit en fait ce concept du grand toit protecteur, le grand toit tropical, qui permet d'avoir les bâtiments qui soient à l'ombre et les activités aussi qui soient à l'ombre, c'est-à-dire que les espaces extérieurs aussi soient ombragés. On sait tous qu'une cour d'école en plein soleil, c'est impossible pour des marmailles. Malheureusement, on en a trop souvent. Donc ça, c'est pour vous repositionner un peu l'idée. On travaille bien donc sur l'architecture bioclimatique en milieu tropical humide. Ensuite, pour vous expliquer ce que c'est un puits dépressionnaire, l'objet un peu de ma présentation, il faut déjà comprendre ce que c'est que la ventilation naturelle. Quand on parle de ventilation naturelle, en fait, il y a plusieurs dimensions à la ventilation naturelle. Ça va dépendre en fait du résultat qu'on va attendre de cette ventilation naturelle. Le b.a.-ba de la ventilation naturelle, c'est le renouvellement de l'air hygiénique, c'est-à-dire de faire en sorte que l'air qu'on respire dans un local garde une qualité satisfaisante pour qu'on ne tombe pas malade. Ça paraît évident, enfin on s'est rendu compte que pendant Covid, il fallait ouvrir les fenêtres, c'est une sacrée découverte, mais c'était une réalité, ça devait permettre le renouvellement de l'air et surtout la dilution des virus, etc. Donc là, on est sur des taux de renouvellement d'air qui sont relativement faibles, on va dire qu'il faut à peu près 3 fois par heure, changer totalement le volume d'air du local dans lequel on se trouve. 3 fois par heure. En 1 heure, on va changer 3 fois un petit nain de jardin qui prend tout l'air et qui le sort et puis qui le remplace. Ça, c'est le minimum qu'on doit avoir dans tous les bâtiments, en fait, que ce soit ici ou ailleurs, pour s'assurer que, encore une fois, on ait une bonne qualité de l'air. Et c'est malheureusement pas souvent le cas quand les gens ils laissent les locaux fermés, ou par exemple toute la nuit dans une chambre fermée. On a fait des mesures. À la fin de la nuit, dans certains logements sociaux à La Réunion, on avait des concentrations en CO2 et en humidité qui étaient 10 à 20 fois supérieures à la norme admissible. C'est-à-dire que les gens ils se réveillaient déjà avec de la bouillie dans le cerveau, parce que leur cerveau avait été mal oxygéné, tout simplement. Parce qu'ils fermaient les fenêtres, peut-être parce qu'il y avait du bruit, etc. Donc c'est assez... L'autre dimension de la ventilation naturelle, et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'à l'intérieur, il ne fasse pas plus chaud qu'à l'extérieur. Or, un bâtiment, il est soumis à des apports thermiques, qui sont le soleil pour les apports extérieurs, par exemple, et puis des apports intérieurs, comme les spots, mon ordinateur et nous tous. Chacun, on fait 100 Wh, c'est comme une ampoule de 100 watts. Donc, 10 personnes, ça fait 1000 watts, etc. Vous avez compris. Donc, s'il fait bon dehors et qu'on ouvre les fenêtres, on va se dire c'est bien, sauf que en fait, si on n'arrive pas à évacuer cette augmentation de température, au bout d'un moment, le logement ou le bâtiment dans lequel on va se trouver, va générer de l'inconfort, puisque sa température va augmenter. Donc pour maintenir cette température de manière relativement constante, là il faut des taux de renouvellement d'air qui vont être de 10 à 30 volumeurs. Donc déjà on n'est plus sur la même chose, on est 10 fois plus. Mais avec ça, on n'a toujours pas assuré le confort. Par exemple, en plein été, il fait 32 degrés dehors, vous ouvrez vos fenêtres, vous évacuez la surcharge, vous devez faire 32 à l'intérieur, et 32, je suis désolé, mais même avec l'hygrométrie qu'on a, on n'est pas en confort. Donc l'objectif ultime,
Et c'est ça l'architecture bioclimatique en milieu tropical humide, c'est d'arriver à des taux de renouvellement d'air qui sont de 50 à 150 volumeurs. Vous voyez, c'est plus tout à fait la même chanson que 3 volumeurs, pour qu'en fait on bénéficie du confort lié à la vitesse de l'air. Et cette vitesse de l'air, passant sur le corps, permettant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'augmenter les échanges convectifs et donc d'abaisser la température ressentie de 3 à 5 degrés, on va dire. Donc s'il fait 32, comme on a actuellement à peu près, si on regarde les fichiers météo à La Réunion, 32 degrés, c'est la température moyenne maximale sur le littoral. Je dis bien moyenne maximale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des journées où il fait 33, 34, on est bien d'accord. C'est une température moyenne maximale. Si on prend ces 32 degrés, qu'on fait bien le job dans un bâtiment bioclimatique, on va avoir une température ressentie de 28 degrés, et on considère que là, on revient dans la zone de confort. Donc ça, c'est notre Graal. On l'obtient en faisant de la ventilation traversante, c'est-à-dire en ouvrant d'un côté, en ouvrant de l'autre, en s'assurant qu'on va bien avoir ces volumes, ces débits de 50 à 150 volumeurs, ce qui n'est pas rien, ça veut dire qu'il faut des grandes ouvertures. C'est-à-dire qu'un bâtiment tropical, un bâtiment bioclimatique tropical, ça doit se voir. Il y a forcément des fenêtres, il y a forcément des ouvertures. Ça ne peut pas être avec des petits trucs comme ça. Parce que jamais avec des petits trucs comme ça, on aura des débits de 50 à 150 volumeurs. C'est impossible. Ça, c'est de la physique du bâtiment. C'est pour ça que mon laboratoire de recherche, il fait de la physique du bâtiment. Et que j'applique ces principes de physique du bâtiment, où j'essaye, dans les bâtiments que je conçois, que nous concevons avec notre équipe. C'est à peu près clair. J'essaye d'être assez didactique. Et pour ça, on prend en compte ce qu'on appelle la chaîne de ventilation naturelle. C'est aussi un des éléments que j'ai mis en évidence dans ma thèse, c'est l'importance de la prise en compte de cette chaîne de la ventilation naturelle. Et l'image, elle est importante. Une chaîne, ça tient avec des maillons. Vous enlevez un maillon de la chaîne s'effondre. Ça veut dire que chacun des éléments de cette chaîne est fondamental et doit être pris en compte. Donc, ça va depuis l'origine du vent, une fois qu'il passe sur la topographie, l'environnement du bâtiment, c'est-à-dire l'urbanisme, la forme du bâtiment et le design intérieur du bâtiment. Chacun de ces éléments-là doit être pensé pour faire en sorte qu'on ait cette fameuse vitesse d'air sur le corps d'un individu dans le bâtiment qu'on conçoit. Donc ça ne se fait pas comme ça sur un coup de dé, hein. Ça demande beaucoup de précision et un certain nombre de savoir-faire. On va parler plus spécifiquement, pour reprendre mon propos aussi, du puits dépressionnaire. Alors, c'est quoi ce bazar? Je suis obligé d'un peu expliquer comment ça fonctionne la ventilation naturelle. En fait, la ventilation naturelle, ce n'est pas le vent qui traverse le bâtiment. Ça fonctionne avec des différentiels de pression. En fait, quand le vent arrive sur un obstacle, ce que vous voyez la petite maison là, il va générer des champs de pression différents sur les faces du bâtiment. La face au vent, c'est-à-dire devant, qui va recevoir le vent, va avoir une pression haute, une haute pression, et la face sous le vent va avoir une basse pression. Et la nature ayant horreur du vide, ça se passe exactement comme pour la météo, hein. Le vent, il va des zones de haute pression vers des zones de basse pression, pour tenter de combler, entre guillemets, cette espèce de pseudo-vide qui serait créé. Et en fait, c'est ces courants d'équilibrage, des hautes pressions vers les basses pressions, qui génèrent ces flux d'air, et sur lesquels on va travailler pour créer cette vitesse d'air dont on a besoin pour avoir le confort en manière bioclimatique en milieu tropical humide. C'est ça que les anciens avaient compris quand ils faisaient des gaz créoles, avec des fenêtres partout, avec des impostes, avec des champs tournés, etc. Ils essayaient d'avoir un maximum de porosité, d'ouverture, pour pouvoir favoriser ce flux d'air dans les bâtiments. Et accessoirement, et c'est pas accessoire, la case elle était au milieu d'un jardin, ce qui est loin d'être négligeable évidemment. Le puits dépressionnaire, il fonctionne de la même manière, avec ces différences de pression, mais avec le constat qu'en fait, sur la partie supérieure de l'obstacle, vous voyez le petit rectangle à droite, le parallélépipède, on ne voit pas très bien, mais en fait, la plus grosse dépression qui soit créée par l'effet du vent sur un volume, c'est non pas derrière ce bâtiment, mais c'est au-dessus. C'est pour ça que quand il y a un cyclone, les toits s'envolent, parce qu'ils sont aspirés par la dépression. C'est pour ça qu'une case en bois, il faut la lester, autrement elle s'envole. C'est pour ça qu'on fait les irois, par exemple, le rez-de-chaussée il est en béton, parce qu'on calcule, autrement, parce qu'il y a comme la structure, par exemple, si le vent il arrive dans cette direction-là, il va aussi avoir une dépression, mais cette dépression va être plus faible, enfin, va être moins importante, pardon, que la dépression de toiture. Donc ça va aller de la petite dépression vers la grosse dépression aussi.
Et là où ça devient intéressant, et c'est pour ça qu'on a essayé d'utiliser ce concept, c'est que du coup, ça va beaucoup moins dépendre de la direction du vent. Et là, on commence à se dire, tiens, il y a peut-être des intérêts à ça. Et l'intérêt ultime, c'est quoi? Donc pour ça, vous voyez, les petits schémas, il faut respecter un certain nombre de règles qu'on a essayé d'affiner. Ça, c'était des concepts. Il faut qu'on ait une émergence du volume. C'est ce que vous voyez, l'espèce de rose. Pour aller chercher cette dépression de manière caractérisée, pour être sûr qu'on soit bien dans une dépression, il faut aller le plus haut possible. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, quand on doit faire un bâtiment dans un milieu urbain, ce qui est le cas et qui va être de plus en plus le cas, puisqu'avec les lois zéro artificialisation nette, la construction dans des espaces vierges va être de plus en plus compliquée, et c'est tant mieux. Mais du coup, on va se retrouver à devoir concevoir et travailler de plus en plus dans des espaces bâtis. Or, dans un espace bâti, vous avez des effets de masque, c'est-à-dire que vous comprenez bien que si je fais ma case ici et que le vent vient de ce côté-là, et que j'ai cet obstacle-là, bah derrière, il ne va pas se passer grand-chose, quoi. Parce que je vais avoir une dépression là, enfin, bon, ça va être le bazar. C'est ce qui est un peu symbolisé par le petit schéma-là, c'est-à-dire que le premier bâtiment, il y a bien effectivement une face en A où il va y avoir une haute pression. Derrière, on va avoir une dépression. Et le bâtiment suivant, il va aussi avoir une dépression et une dépression. Donc là, ça devient compliqué. En fait, ces effets de masque font qu'il y a très peu de différence de pression et donc très peu de potentiel de ventilation naturelle. Et donc là, on a un problème. Allô Houston, comment on fait? Et c'est là où le puits dépressionnaire est intéressant parce qu'en fait, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours une très forte dépression en toiture. Et cette dépression, évidemment, elle marche avec la haute pression, le petit rond rouge, mais elle va aussi marcher avec les faibles dépressions sur les différentes phases du bâtiment, parce que la dépression en haut sera toujours plus importante. Donc on a toujours une différence de pression, et donc un potentiel d'équilibrage qu'on va essayer d'exploiter. Est-ce que c'est à peu près clair ou je vous ai perdu? Est-ce que l'inclinaison des toits joue beaucoup? Bien sûr. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaie de faire exactement l'inverse d'une Ferrari. On essaie de faire un sabot aérodynamique. Il faut que ça soit le moins aérodynamique possible pour caractériser le plus possible les différences de pression. Contrairement à une voiture qui doit être hyper profilée pour essayer justement d'avoir le moins de résistance à l'air, donc de générer le moins possible de différences de pression, les bâtiments qu'on va concevoir et leur forme, c'est ce que j'illustrais avec la chaîne de la ventilation naturelle, la forme du bâtiment va évidemment avoir un impact sur son potentiel de ventilation naturelle. Oui? Ici, il n'y a pas de vent. Les jours, il n'y a pas de vent. Et les jours où il n'y a pas de vent, et à ce moment-là, c'est assez rare les jours où il n'y a pas du tout de vent, mais quand il n'y a pas suffisamment de vent, et c'est une très bonne question, quand il n'y a pas suffisamment de vent pour faire la ventilation naturelle de confort, on va revoir nos ambitions à la baisse, on va essayer de faire de la décharge thermique, et la vitesse d'air qui nous manque, puisqu'on ne l'aura pas, on va l'obtenir avec des brasseurs d'air. Ce qui est quand même un moindre mal par rapport à une climatisation. Donc les brasseurs d'air vont nous donner cette vitesse d'air qui nous manque pour avoir le confort. C'est-à-dire qu'on va bien effectivement avoir 32 degrés par exemple dans la salle, et comme on aura la vitesse d'air, qu'on ne peut pas avoir par la ventilation naturelle, on va bien avoir cette vitesse d'air sur le corps, si on met des bons brasseurs d'air au bon endroit et en nombre suffisant, chacune de ces conditions est importante, à ce moment-là vous allez avoir le flux d'air sur votre corps et vous allez avoir votre température ressentie qui va être abaissée. Et c'est ça qu'on recherche. Mais effectivement, dans un pays où il n'y a jamais de vent, la stratégie de ventilation naturelle, elle n'a pas beaucoup de chances de pouvoir se développer. L'avantage qu'on a dans les zones, dans les zones tropicales, c'est que c'est des zones de convergence. Je fais un peu du blabla, mais c'est de la météo. Les forces de Coriolis, elles génèrent les alizés, en fait, et donc on est dans des zones qui sont globalement relativement ventées, quand même. On n'est pas dans un peu moins dans la zone équatoriale, parce que là on a des phénomènes un peu plus complexes, mais grosso modo, dans la zone intertropicale, on a des alizés qui sont des vents réguliers et relativement forts. Donc c'est assez rare quand même que dans ce contexte-là, la nature ne fait pas trop mal les choses, qu'on n'ait absolument pas de vent. Donc je vais passer rapidement parce que ça devient un peu complexe. On essaie de définir ce qu'on appelle des règles du pouce, c'est-à-dire pour pouvoir, au départ de la conception d'un bâtiment, prendre les bonnes premières décisions, sans avoir fait forcément des études très poussées, on verra lesquelles ensuite, pour pouvoir s'assurer que notre bâtiment va à peu près fonctionner, en tout cas ait en possibilité de fonctionner. Je vous donne un exemple par rapport à la ventilation traversante. Si un bâtiment, vous le mettez dans ce sens-là par rapport au vent dominant, bah, vous avez tout faux par rapport à ça.
vous avez bien compris qu'il faut être le plus possible perpendiculaire au vent dominant. Ça, c'est une règle du pouce toute bête, mais c'est du bon sens, mais ça marche très bien. Pour les bâtiments, pour le puits dépressionnaire, il y a aussi quelques règles à respecter sur la forme architecturale, sur la dimension de l'émergence et sur des rapports entre la dimension du puits, c'est-à-dire le trou qu'on va faire au milieu du bâtiment, la dimension du trou, et la porosité, c'est-à-dire le rapport plein-vide des façades. Donc il y a quelques règles qui permettent d'éviter les grosses erreurs. Donc ça, c'est un peu ce que j'exprime en dessous. On essaie d'affiner ça aujourd'hui avec un travail de recherche dans un projet de recherche qui s'appelle Aspiro. Aspiro, O comme HAUT, comme en haut, avec ces systèmes-là, pour essayer d'aller plus loin dans l'affinement de ces règles du pouce. Mais néanmoins, on se sert de ça déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, en fait, pour aller plus loin, on a besoin d'outils de modélisation, et pour ça, on a recours à la soufflerie physique, essentiellement. La soufflerie physique, c'est quoi? C'est un espèce de gros ventilateur qui vous permet de reproduire le vent et ses caractéristiques. Quand je dis ses caractéristiques, c'est ses caractéristiques physiques assez précis. On arrive même à reproduire l'environnement du bâtiment, etc., comme on le voit dans l'image à gauche. L'image à gauche, par exemple, on en reparlera après, c'est l'aérogare que vous avez vu maintenant Roland Garros, qui est dans la soufflerie de Nantes au Centre scientifique et technique du bâtiment, avec lesquels on travaille. Et ce que vous voyez en marron à droite, c'est la reproduction de la rugosité du sol. C'est pour tenter de modéliser aussi la manière dont le vent, l'histoire du vent avant d'arriver sur le bâtiment. C'est-à-dire que s'il y avait des collines, s'il y avait des arbres, etc., on reproduirait tout ça pour que les caractéristiques du vent avant qu'elles arrivent sur le bâtiment soient le plus fidèles possible à la réalité, pour pouvoir transposer les résultats de l'échelle de la maquette, sur lequel on va faire des mesures, à l'échelle 1. L'échelle des maquettes varie entre 50, enfin c'est très variable, en fait c'est plus lié à la dimension de la veine, donc de la soufflerie. Il y a des règles à respecter, mais tout ça, c'est très documenté, hein, et cette science, elle existe en fait depuis ce qu'on voyait à droite, c'est l'image de la soufflerie Eiffel à Paris, et comme son nom l'indique, elle a été inventée par Gustave Eiffel. Il avait dans les 70 ans, il avait encore un cerveau qui devait fonctionner pas trop mal, et c'était au moment des débuts de l'aviation, et en fait tout le monde se demandait comment les avions y volaient. On constatait qu'effectivement il y avait un truc qui se passait, tout le monde croyait que l'avion il s'appuyait sur l'air, et puis que c'était grâce à ça que en fait, il volait, et c'est lui qui a montré, grâce à l'utilisation de cette soufflerie, qu'en fait, c'est la dépression qui est créée par l'extradose de l'aile qui attire, qui soulève l'avion, et non pas l'aile qui s'appuie sur l'aile. C'est la différence de forme, et donc la différence de vitesse d'écoulement entre l'intradose et l'extradose, qui crée cette différence de pression et qui permet à l'avion de tenir en l'air. Et c'est Gustave Eiffel donc, qui l'a montré au début du XXe siècle. Et cette soufflerie Eiffel, aujourd'hui, c'est aussi celle qu'on utilise, elle est toujours en fonctionnement, c'est un monument historique, et si vous allez à Paris, ça vaut le coup d'aller jeter un œil, parce que c'est ouvert au public, c'est dans le 16e, et franchement, c'est vraiment c'est assez étonnant quoi, hein, comme outil. Donc là, je vous ai un peu expliqué le contexte, on va travailler avec cette théorie du puits dépressionnaire, pourquoi on utilise le puits dépressionnaire, mais après... la question c'est, est-ce que c'est un nouvel archétype ou pas? Pour ça, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on est les premiers à l'avoir fait? C'est dans une démarche scientifique, on commence en fait par faire, ce que j'ai pas fait, mais par faire une recherche bibliographique. C'est-à-dire à regarder à la fois dans la littérature scientifique, mais aussi dans les différents exemples qu'on puisse connaître, etc., dans le monde qui nous environne. Est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent de près ou de loin à un puits ou un patio dépressionnaire? Et est-ce que ça fonctionne suivant ce qu'on a caractérisé, c'est-à-dire avec des taux de renouvellement d'air très importants? Il y a plusieurs conditions à remplir pour que ça puisse s'appeler un puits dépressionnaire, qui fonctionne en ventilation naturelle de confort. Alors pour ça, j'ai d'ailleurs, j'ai regardé la littérature scientifique, et évidemment je me suis très vite intéressé aux bâtiments avec des patios. Le bâtiment à patio, c'est un archétype très connu du monde méditerranéen. On a aussi de toute l'architecture arabo-andalouse. On en a aussi dans d'autres endroits, par exemple en Inde, comme c'est le bâtiment, l'exemple que vous avez sur la gauche. Et en fait, il y a des études qui ont été faites sur les effets climatiques ou le confort généré par ces patios. On se rend compte qu'effectivement, ils génèrent une amélioration du confort parce qu'ils sont étroits, parce qu'ils permettent d'avoir des ombres portées, parce qu'ils génèrent une sorte de microclimat au cœur du bâtiment, parce qu'il y a de l'eau qui s'écoule à l'intérieur et que ça rafraîchit, etc. Mais jamais
on arrive à avoir des taux de renouvellement d'air équivalents à ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'on est, et en plus c'est des systèmes, et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est des systèmes qu'on ne trouve pas dans les milieux tropicaux humides, c'est des systèmes qui vont fonctionner en tropical aride. Et la différence fondamentale, vous l'avez compris, c'est l'hygrométrie. Et aussi les températures. Et c'est basé sur d'autres systèmes bioclimatiques qui vont en fait, de manière assez schématique, utiliser la ventilation naturelle nocturne, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le bâtiment la nuit pour essayer de le rafraîchir en bénéficiant de la forte baisse de température nocturne, parce que l'air est beaucoup moins humide, donc il se refroidit davantage. On va stocker ce froid et on va essayer de le garder le plus possible. Ce n'est pas du tout la même stratégie qu'en tropical humide. C'est exactement, pour vous donner un autre exemple, c'est pas à Saint-Leu, entre Saint-Leu et Étang-Salé, par exemple, il y a peut-être un endroit où vous êtes allés, il y a des yourtes. Tout le monde se dit, ah ouais, c'est super, c'est écolo, les yourtes. Effectivement, c'est écolo, mais là, c'est pas bioclimatique. Parce que la yourte, ça marche dans les steppes d'Asie centrale. C'est adapté au climat des steppes d'Asie centrale, mais c'est pas du tout adapté à un milieu tropical humide. C'est-à-dire qu'en été, là-dedans, il n'y a pas de ventilation, donc c'est insupportable, il fait une chaleur incroyable. Donc c'est pas parce que c'est fait avec des matériaux écologiques, avec un concept, etc., qu'on peut le déplacer dans n'importe quel climat. Et donc en fait, là, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les architectures à patio, non seulement on ne les trouve pas, voire peu, dans les milieux tropicaux humides, mais en plus, les études montrent, parce que tout ça, ça a été documenté, que ça ne permet pas d'avoir des taux de renouvellement d'air, donc des vitesses d'air, dans la norme de ce qu'on attend, c'est-à-dire de 50 à 150 volumes-heure. Dans le meilleur des cas, on fait de l'évacuation de la surcharge thermique, c'est-à-dire de 20 à 30 volumes-heure. Et encore, on y arrive péniblement. Donc là, il y a toute une littérature avec des gens qui ont fait des tas d'études, parce que évidemment, les bâtiments font l'objet d'études de physique du bâtiment. Alors, il y a un autre système qui était intéressant, c'est ce qu'on appelle les tours à vent. Donc ça s'appelle soit les McLaughlin ou les Bagdir. Donc là, vous avez la référence bibliographique, hein, si ça vous intéresse, idéal 2012. Ce sont des systèmes qui, là encore, qui pourraient s'apparenter à des puits, des typologies, parce qu'en fait, déjà, ça a un toit, c'est fermé, mais en plus, ça ne fonctionne pas de la même manière, ça fonctionne différemment le jour et la nuit, avec un système de circulation d'air, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais là encore, la littérature, elle nous montre qu'avec ces systèmes-là, qui fonctionnent dans les milieux où, évidemment, ils ont été conçus, on n'a pas les taux de renouvellement d'air et les vitesses d'air qu'on recherche. Donc faire un McLaughlin ou un Bagdir en milieu tropical humide ne nous permettra pas d'obtenir le résultat escompté d'un puits dépressionnaire comme on l'envisage dans ce que je vous expliquais au préalable. Vous voyez, c'est important d'essayer de bien comprendre ces différents éléments, et c'est là où aussi l'architecture est intéressante, parce qu'en fait, on se tourne vers des architectures dites vernaculaires, ou en tout cas anciennes. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que l'être humain avait trouvé des solutions pour assurer son homéothermie, c'est-à-dire son confort dans un environnement donné. Et il y a un très bon livre là-dessus qui a été par Philippe Ram, qui a fait une thèse là-dessus sur l'homéothermie et comment les bâtiments, le climat a façonné les styles, le climat et les épidémies ont façonné les styles architecturaux, et pas uniquement, c'est pas juste lié à des idées théoriques, à l'académisme ou des choses comme ça, ou à la reproduction de styles architecturaux. Il y a un sens derrière qui est lié à l'homéothermie de l'homme. Et donc, pour revenir à mon propos, c'est toujours intéressant de voir comment on faisait dans des endroits avec des climats équivalents, par exemple à La Réunion, tropical humide ou ailleurs, et où on faisait sans énergie. Parce que l'électricité, donc les systèmes actifs, c'est une invention récente. C'est ce qui nous a permis de répandre l'architecture dite moderne dans le monde entier, parce qu'en fait, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, etc., de toute façon, on ferme la boutique, soit on met le chauffage, soit on met la clim, et on arrive à avoir cette fameuse homéothermie. Le seul problème, c'est que ça se fait avec de l'énergie. Et de l'énergie, vous avez bien compris, elle est de plus en plus rare, et elle va être de plus en plus rare et de plus en plus chère. Donc, s'intéresser à ces architectures anciennes, c'est l'objet aussi de cette recherche bibliographique, c'est de voir s'il n'y avait pas qu'elle avait trouvé des solutions équivalentes. Alors, il y a évidemment dans le milieu tropical humide des solutions qui fonctionnaient, mais c'était basé essentiellement sur la ventilation traversante, mais pas sur des systèmes de puits patio-dépressionnaires. En tout cas, je n'en ai pas trouvé.
Et pour le moment, personne n'a apporté contradiction là-dessus. Alors j'ai déjà fait des soumissions à différents congrès. Là, ce travail-là, je vais le présenter par exemple à Berne en novembre, à un congrès international qui s'appelle Advanced Skin Building, qui travaille justement, qui propose des solutions innovantes sur l'enveloppe, la conception de l'enveloppe des bâtiments. Donc ce papier, il a été reviewé, c'est-à-dire qu'il a été revu par des experts pour s'assurer qu'on ne raconte pas n'importe quoi, que ce n'est pas de la junk science, que ce n'est pas des fake news. Donc ça obéit, ceux qui travaillent dans ce monde-là, ils savent un peu de quoi je parle, mais ça obéit à des règles assez précises normalement pour s'assurer de l'authenticité, de la véracité et de l'honnêteté des propos. Donc je vous rappelle maintenant en résumé ce que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est le fruit du travail en fait d'une recherche appliquée. Donc à la base c'est un aérolycien qui s'appelle Jacques Gamber qui nous a formés ici depuis une quinzaine d'années à La Réunion, qui a initié la soufflerie à Nantes, la soufflerie Jules Verne à Nantes. Donc c'est c'est même l'initiateur de ce qu'on appelle l'aérolique des bâtiments, en France voire en Europe, qui nous a formés ici et qui nous a proposé d'essayer de transposer ce concept théorique, donc des patios et puis des pressionnaires, dans des bâtiments. Donc c'est le passage d'une théorie, entre guillemets, enfin c'est pas une théorie, de concept physique, à une réalité. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est le fruit de ces réflexions qui respectent le concept de base, ce qui pourrait définir un PU ou un patio dépressionnaire. Enfin, je parle de PU, de patio dépressionnaire, parce que c'est histoire de proportion, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je vais un peu vous perdre, mais c'est toujours le même concept physique. C'est un système à ciel ouvert, donc c'est pas comme ce que je vous ai montré avant avec un petit toit, hein, c'est vraiment un système où quand vous êtes dans le PU, vous voyez le ciel, qui respecte un certain nombre de règles géométriques, de dimension et de porosité des façades, entre autres, et qui assure des débits d'air de l'ordre de 50 volumes/heure, pour bien assurer la ventilation naturelle de confort. Ça, c'est grosso modo les trois principes qui nous permettent de dire qu'on a bien affaire à un PU ou un patio dépressionnaire. Donc, après cette petite introduction un peu longue, mais c'est important pour comprendre le propos, là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est beaucoup plus appliqué. C'est la réalisation, la mise en application de ces principes à travers de bâtiments qui ont été conçus par 3 agences d'architecture à La Réunion qui ont travaillé avec les mêmes ingénieurs, avec Jacques Gamber. Il y a donc Olivier Brabant qui est installé à Saint-Pierre. Il y a AIA, architecte ingénieur associé, qui sont une très grosse agence d'architecture, qui est une des plus grosses agences françaises, mais qui a travaillé à La Réunion aussi. Et aussi le laboratoire d'architecture bioclimatique avec le Réunion, que j'ai fondé avec Michel Reynaud. Donc c'est des projets à chaque fois, bien sûr, vous verrez, c'est important le nom de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Mais l'idée, c'est de montrer qu'en fait, à La Réunion, on a mis en œuvre ça. Et aujourd'hui, on en est au stade où ça fonctionne, a priori, mais on n'a pas encore fait des mesures poussées pour s'assurer du total fonctionnement dans tous les cas de figure de ces dispositifs. Donc on a une étude en cours là-dessus pour faire des mesures physiques et aussi objectiver le confort. Donc ça, c'est important. Et déjà, ces bâtiments ont le mérite d'exister et d'être des bâtiments dans lesquels, a priori, on n'a toujours pas mis la climatisation. Donc ça veut dire que ça doit à peu près fonctionner, mais ça reste, comme je dis, à peu près, sauf pour un cas qu'on verra tout à l'heure où il y a eu des mesures qui ont été faites qui ont permis d'objectiver les choses. C'est la suite de la démarche en fait, de recherche appliquée, on imagine un dispositif, on le met en œuvre, on s'assure qu'il fonctionne bien. Alors le problème, c'est qu'on fait des protos à échelle 1 quand même, avec des bâtiments qui coûtent 3 francs 6 sous, quoi. Donc c'est un peu la difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut convaincre un client qui nous fasse confiance pour qu'on puisse essayer quelque chose. Parce que si on n'essaye rien, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va droit dans le mur. Parce que si on continue à faire comme aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans une impasse. Donc si on ne cherche pas, on ne risque pas de trouver. Donc le travail que je vous présente, et c'est important, c'est le fruit d'une collaboration étroite entre des architectes et, là en l'occurrence, un ingénieur en aérolique, mais ou le laboratoire Eiffel, suivant les cas, etc. Je vais dérouler ça dans un ordre chronologique en fait. Hein. C'est donc le premier bâtiment recensé qui a fonctionné avec un puits ou un patio dépressionnaire, c'est l'ITEP James Marange
Donc c'est Michel Reynaud, mon associé, qui en a été le concepteur principal avec le bureau d'études de Réunion. Et les études ont été faites en 2010, donc vous voyez, on commence à avoir un peu de recul quand même par rapport à ça, et il a été livré en 2013. Là, le puits dépressionnaire, c'est ce qui est en rouge là-haut, ça correspond à sa surface vue d'avion en fait, d'une certaine manière, et en dessous c'est en coupe, ça vous montre le principe de fonctionnement. Je vais me lever peut-être pour... j'ai du mal à être précis à distance. Celui-là, hop. Mets-le en route. Donc vous voyez, on a bien cette fameuse rehausse là pour aller chercher la dépression très haut. Et comme le montrent les flèches, en fait, on a bien ici le vent. S'il arrive de ce côté-ci, on va avoir une zone de haute pression. Ici, on va avoir peut-être plutôt une dépression, mais peu importe, parce que c'est là que la dépression est la plus forte. Donc les flux d'équilibrage vont se faire des façades vers le haut du bâtiment à travers ce patio pluie dépressionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on n'imagine pas toujours, c'est que là, on va se dire ouais, c'est un dispositif physique, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça amène des effets secondaires induits. Ça amène de la lumière au cœur du bâtiment. Et en l'occurrence là aussi, ça permet de gérer les eaux pluviales, ça permet d'avoir un endroit qui va pouvoir recevoir les eaux pluviales et d'avoir un jardin, même s'il est sur dalle, à l'intérieur du bâtiment. Donc en fait, d'un dispositif technique, on arrive à faire un dispositif architectural en lui trouvant d'autres usages qui n'avaient pas forcément été imaginés totalement dès le début, même si on imaginait bien que ça allait créer quelque chose de différent. On se référait là pour le coup vraiment à une architecture de patio. Donc un patio, on sait que ça peut amener ces éléments-là, mais on les retrouve avec ces types d'architecture. Excusez-moi, mais s'il pleut... Eh bien s'il pleut, il pleut dans le jardin, et l'eau on la récupère et on l'évacue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il pleut, en plus, comme c'est des zones où le flux d'air il est ascendant, on n'a pas de vents latéraux frappants, donc l'eau tombe verticalement, quasiment. Donc on a assez peu d'incidence de pluie battante. Alors ça se matérialise comment? C'est relativement simple, vous voyez là, on voit la rehausse. Donc c'est une structure bois avec des panneaux tout simples qui permettent de créer ce qu'on appelle ces lèvres de décollement qui vont aller chercher la dépression en hauteur. Et ce n'est pas un dispositif hyper onéreux, hein, ça n'a rien de haute technologie, hein, c'est relativement simple. Et comme je vous disais, dans ce cas-là, ça apporte, et ce qui est intéressant, c'est aussi les apports annexes, de la lumière naturelle, un patio planté, ça permet aussi de gérer les eaux pluviales, c'est-à-dire que ces eaux pluviales, on va diriger vers ce patio, elles vont arroser les plantes, qui vont permettre de faire développer de la végétation, qui va apporter de l'ombrage et du confort au cœur du bâtiment, et qui vont temporiser, c'est-à-dire ralentir l'écoulement des eaux pluviales. Bon, alors là, ce n'est pas la solution extrême, parce que comme c'est sur une dalle, on n'est quand même pas en interaction directement avec le sol, mais quand même, ça permet de ralentir l'évacuation des eaux pluviales et d'éviter l'effet de chasse très rapide des eaux qui tombent sur le toit et qui arrivent direct dans les tuyaux, qui font exploser les bouches d'égout, comme on le voit chaque fois qu'il pleut à Saint-Pierre, par exemple. Donc ça, c'est le premier exemple qui a été fait. Là, on n'a pas fait d'études en soufflerie, on l'a fait selon la règle du pouce, parce que c'était une première expérience, et le bâtiment, alors je vous avoue qu'aujourd'hui on n'est pas retourné voir comment ça fonctionnait en détail, c'est un peu souvent le problème qu'on a, c'est arriver à avoir des informations sur comment vit le bâtiment ensuite, ce qui n'est pas le cas du bâtiment que je vais vous présenter maintenant, qui est beaucoup plus connu et beaucoup plus démonstrateur. C'est le deuxième bâtiment. Pardon? Ben, c'est un ITEP, c'est un institut alors ça veut dire quoi? C'est pour les personnes qui ont des difficultés mentales, etc. Le deuxième cas, il est plus connu, c'est l'amphithéâtre du Moufial. Donc c'est Olivier Brabant qui en est l'architecte, il a fait ce projet suite à un concours. Donc il se trouve sur le campus du Chaudron, c'est le premier amphithéâtre bioclimatique en milieu tropical qui a été fait. Donc l'ingénierie aérolique, là encore, elle a été faite par notre camarade Jacques Gandmer avec la soufflerie Eiffel. Et il a été livré avec un bureau d'études environnementales qui s'appelle Imagine. Il a été livré en 2014. Et ce bâtiment a fait l'objet de mesures dont d'ailleurs Mareva ici présente a été une des instigatrices, qui ont permis de faire des retours sur expérience sur les vitesses d'air, le confort, etc. obtenus dans cet amphithéâtre. Ce
qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la conception de ce bâtiment, il y avait des très fortes réticences de l'Université de La Réunion, à tel point qu'ils ont prévu tous les dispositifs pour pouvoir mettre la climatisation, c'est-à-dire déjà les gros tuyaux, tout ce qu'il faut, parce que ça n'allait pas marcher. Et à ce jour, ils n'ont toujours pas mis la clim. Alors donc, a priori, c'est qu'il doit y avoir une manifestation, je pense, assez rapidement sur l'inconfort. Alors là, on n'est plus tout à fait sur un puits dépressionnaire, on est sur ce qu'on appelle un canyon dépressionnaire. Alors, la différence, on le voit sur l'image suivante, c'est l'émergence, vous voyez, elle a une forme très allongée. C'est pour ça qu'on appelle ça un canyon. Les proportions sont beaucoup plus allongées. Et là, on va ventiler un volume unique. Donc, ce volume unique, il est ventilé par des systèmes assez complexes. Donc, on a effectivement le canyon en partie haute, mais après ça, il faut alimenter, il faut avoir des entrées d'air, les fameux endroits qui vont être en dépression. Et ça va se passer à la fois sous le bâtiment, et l'air, il va aussi arriver latéralement, on ne le voit pas trop ici par les façades, mais il va arriver aussi sous les gradins. Parce que je vous rappelle qu'il faut que le flux d'air passe sur le corps. Et donc là, l'architecte, il a imaginé, il a utilisé des gradins qui ne sont pas comme ceux sur lesquels vous êtes assis, dans lesquels vous avez l'eau qui est collée par la transpiration, mais avec de la maille en toile pour que le flux d'air passe sur le corps et amène effectivement une sensation de confort et de rafraîchissement. Oui. Est-ce que ça ne fait pas voler les feuilles de papier? Alors, très bonne question. On considère que quand on est dans la gamme de vitesse d'air de 1 mètre par seconde, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas aller au-delà de 1,50 m par seconde. Après, on génère de l'inconfort pour des raisons de vitesse d'air trop importantes et entre autres parce que ça peut faire voler les feuilles de papier. Mais l'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont réglables. C'est-à-dire que vous pouvez moduler grâce au type d'ouverture en particulier, enfin on ne les voit pas ici, mais on utilise en fait des ventelles, des jalousies, qui permettent de moduler l'arrivée d'air et donc la vitesse d'air, puisqu'on va modifier le débit. Et il y a une relation directe entre le débit et la vitesse. Et il faut effectivement pouvoir intervenir, autrement on peut générer de l'inconfort à l'extrême, effectivement. En cas de cyclone, il vaut mieux un peu fermer quand même. Mais par contre, on va générer beaucoup moins d'efforts sur le bâtiment qu'un bâtiment classique. Et d'ailleurs, il y a des architectures comme ça, qui ont été construites anticycloniques, avec des systèmes de fusibles en toiture. Il y a un bout du toit qui décolle, qui permet d'équilibrer les pressions, et en fait, quasiment avec des structures très légères, on arrive à avoir des bâtiments anticycloniques. Il y a de la recherche aussi là-dessus qui a été faite, et c'est assez intéressant. Donc, pour s'assurer, en fait, un des indicateurs intéressants pour voir si on a obtenu le confort, c'est que finalement, ce bâtiment-là, aujourd'hui, consomme 25 kWh par mètre carré par an de surface utile. Alors ça veut dire quoi? Ça ne vous parle sans doute pas, mais pour vous dire, un bâtiment, aujourd'hui, avec de la climatisation, un bâtiment de bureau, il va consommer entre 100 et 150 kWh par mètre carré par an. Oui, vas-y, oui. Voilà, donc vous voyez, en comparant sur un même endroit, deux fonctions identiques, donc des différents amphithéâtres, celui-ci et les autres, on est sur des consommations 6 fois moins importantes. Le plan de renouvellement, d'amélioration du parc de bâtiments publics qui a été élaboré par le gouvernement, il nous demandait de trouver des économies de 10% sur la consommation pour rénover les bâtiments. Là, on n'est pas à 10%, hein. On est à 600%. Donc ça vous montre tout l'intérêt du dispositif. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus complexe qui a nécessité pour le coup des études en soufflerie poussées pour bien dimensionner tous ces systèmes, ces ouvertures, s'assurer que ça fonctionne quelle que soit la direction du vent. Donc il y a des dispositifs, même la forme du canyon, il y a des ventelles à l'intérieur pour éviter enfin bref, mais tout ça, ça se modélise très bien en soufflerie et ça ne génère pas de surcoûts architecturaux monumentaux. Alors il faut évidemment, pour répondre à la question de tout à l'heure, veiller à ce que quand l'eau tombe, parce que là, c'est pour ça que c'est un petit peu différent. En fait, il y a un système qu'on devine en partie. Je vais essayer de faire comme ça. Ici, là, et vous avez une dalle, c'est-à-dire que l'eau, si elle tombe, ici, elle tombe sur une espèce de grand chéneau, de grande gouttière, et elle évacue à l'extérieur. Alors je crois qu'il y a eu une fois, ils se sont plaints parce qu'il y avait un peu ils avaient oublié de fermer pendant un cyclone. Mais autrement, depuis qu'il a été réalisé, il n'y a pas eu de problème d'infiltration d'eau, alors qu'il y a des trous dans le toit en fait.
Parce que l'eau elle tombe verticalement, comme je vous disais. Parce que dans cette zone-là, elle est plus soumise aux vents latéraux. Donc cet exemple, il nous a rendu bien service, parce qu'il a quand même montré de manière un peu plus démonstrative la validité du concept. Donc voilà la photo de l'amphithéâtre dans son contexte du campus du Chaudron. Alors ce qui est intéressant, c'est que là encore, il y a des effets induits, indirects, c'est-à-dire que cet amphithéâtre, il fonctionne avec une bien meilleure qualité de lumière naturelle qu'un amphithéâtre classique. Parce qu'en fait, on a des ouvertures dans le toit, et la lumière, elle arrive par en haut. Donc en fait, ça génère une qualité aussi d'éclairage, et donc un moindre besoin d'éclairage artificiel, et là encore, une diminution des consommations. Et accessoirement, pas besoin de changer les lampes, etc., donc de la maintenance en moins. Un autre exemple qui est aussi assez particulier, c'est le centre hospitalier de l'Ouest. Alors là, le challenge, il était quand même énorme. C'est-à-dire que l'idée, c'était de proposer qu'un hôpital puisse être en ventilation naturelle. Donc, vous voyez la révolution dans la profession médicale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dehors d'un bloc opératoire, grosso modo, la qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment, elle est toujours pire qu'à l'extérieur. Même que ce soit dans un hôpital, chez vous ou ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'air intérieur, c'est l'air extérieur plus les polluants intérieurs. Donc de toute façon, ça ne peut pas être meilleur. Donc l'idée, c'était de vendre ça dans un hôpital, de dire, écoutez, on peut peut-être quand même essayer de baisser les consommations et proposer certains locaux, pas tous, certains locaux en ventilation naturelle. Par exemple, les chambres de la maternité, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une maladie d'avoir un enfant. Est-ce qu'on a besoin d'être dans un air à 18 degrés, de mettre des gants et un bonnet à des nouveau-nés qui risquent autrement de mourir de froid? Parce que ça fait y arriver à Saint-Pierre. Il y a un marmaille qui s'est retrouvé, il était tout bleu, tellement là il faisait froid. Alors que le lendemain, il va sortir, il va faire 30 degrés dehors, il ne va pas mourir instantanément. Donc bon, il y a une vraie réflexion et des changements de mentalité à faire, et ça c'est aussi un début de ce changement, même si aujourd'hui on ne sait pas trop comment ça fonctionne, parce qu'on a voulu faire des choses, mais c'est pas très simple de rentrer dans un hôpital en fait pour faire des mesures. Moi j'ai une étudiante qui s'est cassée les dents pour un mémoire de master, mais peu importe. Là encore, sur ces bâtiments-là, a été mis en œuvre ce système de patio dépressionnaire, depuis dépressionnaire. Donc là, c'est avec AIA, donc une agence de Nantes, enfin c'est une grosse agence d'architecture, avec des architectes locaux qui s'appellent l'atelier architecte. Et donc c'est un bâtiment qui date de 2018. Et donc vous avez là le principe, on voit peut-être pas très bien sur les images, mais je vais vous montrer les photos. Là on voit un peu mieux de quoi il s'agit. Donc on retrouve nos fameux puits patio-dépressionnaires avec les rehausses pour aller bien chercher la dépression. Et donc on va voir, et là ça illustre bien aussi l'intérêt du dispositif, parce que le bâtiment qui est en position centrale, vous imaginez bien que quand le vent vient comme ça ne marche pas en ventilation traversante, quand le vent vient comme ça ne marche pas en ventilation traversante, et quand le vent vient comme ça, quand le bâtiment est tout en rond, c'est pas terrible. Et bien pourtant, cette partie-là du bâtiment va fonctionner en ventilation naturelle, parce qu'il va y avoir une dépression ici peut-être, mais en tout cas il va y en avoir une beaucoup plus forte ici, et donc ça va fonctionner en ventilation naturelle. Alors je vous passe les détails, je ne l'ai pas mis là, mais qu'il a fallu mettre en place dans les chambres pour s'assurer qu'une chambre puisse fonctionner en ventilation naturelle, puisque vous avez la chambre, donc l'extérieur, et vous avez une circulation intérieure sur laquelle donnent les chambres. Il y a une nécessité d'avoir de l'intimité. Donc si on ouvre la porte, il n'y a plus d'intimité. Donc il a fallu concevoir un nouveau système avec un système de double porte qui permet de choisir entre, quand il y a une consultation, on ferme la porte normale, mais autrement, dans une période normale, on a une espèce de porte type saloon qui permet d'avoir l'intimité, mais qui permet d'avoir aussi la perméabilité pour que le flux d'air passe bien sur le lit de la personne et qu'elle ait bien confort en ventilation naturelle. Alors là, c'était une sacrée bataille parce que l'ARS a mis beaucoup de freins à ça en se disant oui, mais on risque d'avoir des transmissions de microbes d'une chambre à l'autre. Sauf que comme il y a une forte dépression en partie centrale, il faudrait que le petit microbe il sorte de la chambre avec le vent et puis qu'après il remonte le vent pour rentrer dans la chambre qui est à côté, ce qui est physiquement impossible puisqu'il est aspiré par le puits. Mais ça, il a fallu... Vous imaginez, je vais vous dire en 2 secondes, mais ça n'a pas été si simple.
Donc ça, c'est un autre exemple vraiment emblématique, parce que c'est quand même un bâtiment très technique, avec des exigences de qualité de l'air importantes, qui montrent bien qu'effectivement, la qualité de l'air, loin s'en faut, n'est pas antinomique avec ce genre de système. Donc là, on a bien, là encore, des apports intéressants en termes de lumière naturelle et de qualité de l'air. Alors, un autre exemple qu'on a fait, alors là, c'est pas à La Réunion, c'est donc notre bureau d'études Lab Réunion avec l'agence de Michel et avec le Réunion aussi. C'est un exemple qu'on a fait sur un collège à Mayotte, sur lequel on a eu un prix architectural au niveau national. Donc ce collège, là encore, on l'avait conçu en ventilation traversante. C'est comme ça que fonctionne la majorité des locaux, puisqu'ils sont étroits et relativement simples. Et comme le vent vient d'au-dessus, ce bâtiment-là qui est sous le vent, eh ben, il était protégé du vent et donc il y avait un problème de ventilation. Et donc on a appliqué ce système. Donc vous voyez une coupe de ce bâtiment-là. Le système du patio dépressionnaire qui permet de ventiler des grands volumes du CDI et de l'administration grâce à ce système de patio dépressionnaire. Donc sur un climat, enfin pas équivalent, mais en tout cas proche de celui de La Réunion, là encore on a montré que ça pouvait permettre d'améliorer le confort. Après les limites, puisqu'on est retourné voir, pour être totalement honnête, on est retourné voir ce bâtiment. Dans la partie administration, en fait, ils préfèrent fermer les fenêtres avec la climatisation. Ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient peut-être au moins une période de l'année s'en passer, mais c'est pas un reproche qu'on fait, c'est un constat, c'est-à-dire qu'il faut aussi, quand on conçoit quelque chose, prendre le temps d'expliquer bien le fonctionnement. Or, on ne donne pas toujours le temps ou la mission d'aller un peu faire de la pédagogie pour dire, attendez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Axine toute l'année, il y a toute une période où vous pouvez vous passer de cette climatisation, mais il va falloir ouvrir les fenêtres. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde d'ouvrir les fenêtres. C'est tellement plus simple de faire clac, clac. Vous savez, le truc qui a été pensé pour les personnes à mobilité réduite, là, ça s'appelle une télécommande et qui maintenant est servie par ce dont tout le monde se sert, alors qu'on a a priori 2 jambes et 2 bras, sauf malheureusement les gens pour qui ça a été conçu initialement. Et là, vous voyez le résultat en image, et là, on voit bien l'intérêt, c'est-à-dire que vous voyez cet espace qui est créé, au-delà du système technique, ça permet d'amener de la lumière naturelle, d'avoir pour le coup là intéressante au niveau architectural. Donc, on voit le puits depuis une photo aérienne, et les ailettes que vous voyez à l'intérieur, c'est pour optimiser le fonctionnement du puits. C'est un peu comme à l'arrière d'une voiture, vous avez l'aileron et puis vous avez des trucs verticaux pour bien caractériser pour l'écoulement, pour que le flux soit propre. Ben là, ça sert un peu à ça aussi, puis pour éviter des éventuelles perturbations, il y a des petits systèmes qui pourraient se mettre en place qui perturberaient le fonctionnement. Donc ça, c'est l'aérolique qui nous permet, les études en soufflerie qui nous permettent d'optimiser tout ça. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur le système racinaire des plantes? Bien sûr, là, il y a... Alors, dans les constructions. Il y a tout un travail qui est aussi le travail de notre bureau d'études Le Réunion, qui est aussi un bureau d'études de paysage, parce que pour nous, le paysage est indissociable de l'architecture en milieu tropical, puisque vous avez bien compris qu'on fonctionne intérieur et extérieur ensemble. Et donc là, il y a tout un travail de reforestation, de stratégie de plantation, pour choisir les bonnes essences qui soient adaptées, pour avoir le moins d'entretien possible et le plus de chances de survie possible. Donc évidemment, il y a tout un choix de biodiversité qu'on reconstitue. D'ailleurs, autour du collège, c'était des champs de manioc, et on a reconstitué, fait toute une restauration écologique avec une gestion des eaux, etc. Donc, c'est d'autres aspects de l'architecture bioclimatique qui ne se suffisent pas, bien sûr, au confort thermique. C'est d'autres, mais c'est pas forcément le propos là, mais évidemment, c'est fondamental. Parce que vous imaginez bien que si autour du bâtiment, vous mettez de l'enrobé noir, et dans le patio aussi, vous mettez de l'enrobé noir, bah, ça ne va pas se comporter de la même manière, enfin, on sent de manière intuitive qu'il va y avoir un problème, quoi. Donc la végétation des abords est évidemment importante. Un autre exemple un petit peu plus récent, là c'est un collège qu'on a livré, alors même si le concours on l'a gagné en 2005, ça vous donne un peu une idée parfois du temps de l'architecture, on l'a livré en 2021, donc c'est le collège du Mont-Roquefeuille. Et là encore, on avait un bâtiment qui était en position très centrale et très défavorisé par rapport à un accès à la ventilation naturelle, et dans lequel on a utilisé ce système de puits dépressionnaire. Donc là, je vous le montre en image, c'est quand même plus parlant. Donc on voit ce jardin en pleine terre. Et là, un des apports intéressants, c'est qu'en particulier au rez-de-chaussée, ça permet d'amener de la lumière naturelle
dans le réfectoire, mais aussi dans les cuisines du réfectoire, pour des gens qui souvent travaillent dans l'éclairage artificiel toute la journée. Donc là, ça amène aussi une qualité d'usage qui est loin d'être négligeable. Et vous voyez, le système relativement simple, hein, c'est toujours pareil, c'est une structure sur laquelle on va appliquer des panneaux opaques. Mais c'est des panneaux qui font 1 cm, 1,5 cm, ils sont juste dimensionnés pour résister au vent cyclonique, mais c'est tout. C'est ce qu'on appelle une rehausse, c'est relativement simple. Et je crois que c'est après le dernier exemple, mais malheureusement, on ne sait pas s'il est encore debout. Donc ça se situe à Nouméa. C'est un concours qu'on a gagné avec une architecte locale qui s'appelle Claire, j'ai oublié son nom de famille, donc son agence s'appelle Caso. Et là, on travaillait dans un contexte urbain pour un centre médico-social, donc avec des cabinets de consultation, des problématiques d'intimité importantes. Et on a travaillé là encore avec ce concept-là, parce qu'on était dans une zone, encore une fois, assez difficile, où les vents étaient assez peu mal caractérisés, avec beaucoup d'effets de masque, etc. Et en plus, un programme qui nécessitait quelque part quelque chose de relativement introverti, d'un peu protecteur. Quand on va consulter, on n'a pas envie que la Terre entière voit qu'on est dans la salle d'attente. Enfin, il y avait quand même une recherche aussi d'avoir une certaine forme de fonctionnalité. Et donc là, on a fait un bâtiment, donc vous voyez la coupe en 3 dimensions, mais la réalisation aujourd'hui, et vous voyez la qualité du jardin qui sert de zone d'attente pour les gens. Ils attendent dans un jardin, mais c'est comme ici, très souvent dans les cabinets médicaux traditionnels, les gens ils attendent dans la cour sur une chaise à l'ombre. Et finalement, c'est là qu'on est mieux. Donc c'est ce qu'on a essayé de reproduire à travers ce projet-là, et l'intérêt là encore de ce système, c'est que ça nous permet d'avoir une bonne protection acoustique. Là, on est dans un environnement urbain relativement bruyant, et en fait, ce système-là de patio dépressionnaire nous permet d'améliorer, de limiter les nuisances acoustiques. Alors Mariva, qui est ici aussi, elle est allée en Calédonie pour mettre des capteurs. On ne sait pas encore si les capteurs ils ont bruit ou pas. Il est dans quel quartier? Où est-ce qu'il se trouve? Parce que la CAFAT, il n'était pas comme ça. Rivière-Salée. Ah, Rivière-Salée. Oui, on est un peu inquiet. On est un peu inquiet. Enfin, nous, ça ne va pas nous porter beaucoup de préjudice, mais ce bâtiment-là, on l'a fait pour des consultations Spiro, et donc on a placé des capteurs pour mesurer la température, l'hygrométrie, aussi des vitesses d'air, pour avoir des données plus précises, pour pouvoir mieux caractériser ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien dans les différentes proportions de ces fameux puits patio-dépressionnaires. Il y avait encore un exemple. Alors c'est intéressant parce que c'est les Irois, donc ça c'est un bâtiment qu'on a livré en 2021. Toujours avec Jacques Andemer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'un bâtiment, il peut fonctionner un même bâtiment peut fonctionner avec différents modes. C'est-à-dire avec la ventilation traversante et une autre partie avec le système de puits dépressionnaire. Alors, il faut que je me lève parce que tout le monde, ça va être compliqué à expliquer. En fait, le bâtiment à la base, donc c'est l'extension de l'IUT, ça c'est le bâtiment existant, c'est le bâtiment Enerpost, le premier bâtiment à énergie positive qui a été conçu sur le campus de l'IUT, qui se trouve ici. Et nous, on a créé ce bâtiment-là qui est en forme de U, qui nous permet en fait d'avoir une forme optimale pour faire une sorte de bulle de haute pression pour optimiser la ventilation traversante dans les 3 branches du U. C'est-à-dire qu'on va avoir une zone de haute pression là, et des dépressions là, là et là, ce qui fait que ça va se ventiler avec des courants d'équilibrage de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une petite spécificité, c'est que par rapport à ce bâtiment ici, qui fait un peu effet de masque, on a le niveau le plus haut de ce bâtiment-là qui est au-dessus. Et donc pour le coup, il a une haute pression sur cette façade-là, en partie haute, et aussi une haute pression là. Donc là, ça ne fonctionne pas bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un canyon dépressionnaire. Et là où les niveaux inférieurs se ventilent de l'intérieur vers l'extérieur, le niveau haut, il se ventile de l'extérieur vers le haut. C'est-à-dire qu'à un niveau de différence, on a 2 systèmes presque antagonistes de sens de flux d'équilibrage. Parce qu'on travaille sur, non pas le vent qui traverse, mais des différences de pression. Et ça, au niveau pédagogique, c'est super intéressant. Et c'est pour ça aussi que ça a toute sa place à l'école à Les Irois, puisque c'est aussi leur matière à travail, c'est là aussi qu'il y a de Labo Piment qui m'héberge pour mon travail d'enseignant-chercheur. Et avez-vous travaillé sur l'UFR de synthèse? Non, c'est l'agence TT. C'est haute qualité énergétique.
C'est une autre approche, mais c'est d'autres architectes. Donc là, vous avez des images de ce bâtiment. Donc on voit bien ici cette espèce de zone de ce qu'on appelle nous la canopée. C'est un espace tropical, c'est-à-dire on a un grand toit et on a des activités qui sont protégées, qui sont à l'intérieur de ce grand toit, qui sont à la bulle de haute pression. Et on devine ici l'émergence du puits dépressionnaire. Donc cette partie-là, cet étage-là qui est protégé par le bâtiment ici, va se ventiler comme ça, la partie haute va se ventiler comme ça. Donc ça, vous imaginez bien que bon, le concept, on peut l'imaginer comme ça de manière théorique, mais il y a intérêt à sérieusement vérifier ça avec une petite étude en soufflerie pour être sûr que ça fonctionne bien. Et en l'occurrence, ça fonctionne plutôt pas mal. Même si on a une petite porte qu'on doit fermer, parce que du coup, il y a une partie de la ventilation qui passe par un trou qu'on a laissé, qu'il faut qu'on ferme. Mais c'est un petit détail. Et je vais finir par, oui, c'est le dernier exemple. J'espère qu'il n'est pas trop sur le temps, ça va. Le dernier exemple, bah, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'aérogare Roland-Garros. J'appelle ça du vent dans les ailes, parce que effectivement, c'est un peu l'objet. Donc là, on a aussi je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'arriver déjà dans cette salle, mais là, on a effectivement un effet, mais j'ai pas d'image, je croyais que je les ai pas remises. Là, c'est vraiment le dernier bâtiment qui montre, qui expose que là, vraiment, à beaucoup de gens, ce concept, qui fonctionne aussi avec un système de canyon dépressionnaire. C'est cette espèce de grande structure que vous verrez, si vous n'avez pas encore vu, dans la partie centrale du hall de livraison bagages, qui est le dernier bâtiment qui a été livré, sur lequel encore il va y avoir un tas de mesures qui sont en cours pour déjà affiner le fonctionnement, parce que là on est sur des systèmes un peu plus automatisés de couplage entre la vitesse d'air et la fermeture et l'ouverture des ventelles, etc. C'est un peu plus complexe, mais au niveau ingénierie, mais c'est le même concept qui a été mis en place. Donc voilà, un peu l'idée, c'était de montrer l'intérêt de la compréhension des phénomènes physiques pour pouvoir après ça essayer de les appliquer. L'intérêt de l'histoire, vous avez compris, qui c'est fondamental pour pouvoir s'assurer que tout ça, ça fonctionne, d'objectiver, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est le travail qu'on est en train de mener pour avoir plus de mesures et plus de savoir, et donc avoir plus de savoir pour pouvoir après éditer des règles de conception. Et qu'on aimerait aussi essayer de voir un peu plus, on ne l'a pas trop fait, parce que tout ce que je vais montrer, c'est des bâtiments publics, essayer d'appliquer ces concepts dans des logements, dans le logement, parce qu'on est très souvent en milieu urbain et qu'effectivement ça peut... Alors on l'a un peu fait à Cœur de Ville, la possession, mais on n'a pas travaillé en tant qu'architecte, mais on était plus sur des bâtiments en U que sur des bâtiments avec des puits ou des patios dépressionnaires, ce qu'on avait imaginé au départ, mais qui n'avait pas été mis en œuvre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et trop compliqué dans mon propos. Si vous avez des questions, même si c'était très bien, vous avez interagi, je passe le micro. Oui, alors, oui, merci Antoine. Voilà, alors vas-y. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Je voulais vous dire que je suis allée aux Comores il y a quelques années, enfin j'ai vu assez souvent, mais j'avais vu un bâtiment, une maison personnelle en fait, qui était hexagonale, faite avec des bambous et avec un puits comme ça. Il faisait une chaleur extraordinaire quand on marchait. On est rentré dans cette maison et elle avait 2 étages, hein, et elle avait ce puits avec des plantes au centre et on avait l'impression qu'il y avait une clim, quoi. Et c'était en fait un Libanais qui avait cette maison qui avait dû faire des trucs pas trop bien, qui avait été viré. Et elle servait de plus ou moins d'hôtel. Je veux dire que les gens y allaient passer le week-end et vraiment, on avait bien au moins 5 degrés de moins qu'à l'extérieur. Et je vous donnerai une photo parce que, bon, moi j'avais bien senti, surtout quand on montait cette ventilation, qu'il n'y avait pas de ventilation extérieure. Mais, oui, effectivement, il y avait le ciel au-dessus de la tête, les chambres étaient comme ça, en hexagonale. Et non seulement c'était très joli, parce qu'en fait, il y avait une espèce
de cloisons en tissage, vous savez, de bambou. Ça faisait office de filtre, ouais, comme des filtres un peu. Comme des filtres. Non seulement c'était beau, mais en plus c'était extrêmement agréable, quoi. Non, mais c'est certain que, comme vous le décrivez, ça utilisait déjà un certain nombre des concepts de l'architecture bioclimatique, à savoir que c'était sans doute un bâtiment assez étroit, avec de la végétation au centre, avec des bonnes protections solaires, avec une grande porosité. Donc déjà, on était dans des prémices de quelque chose qui avait déjà une certaine efficacité. Alors peut-être qu'après ça, la forme du toit optimisait un peu la circulation de l'air et commencer à amorcer effectivement ce système-là. C'est fort probable. Quand on montait les escaliers, enfin c'est des escaliers qui étaient extérieurs, quoi, enfin, intérieurs, on sentait cette espèce de fraîcheur qui arrivait en bas, quoi. Après ça, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à ce que ça fonctionne, quelle que soit la direction de vent, avec des vents relativement faibles, etc. Donc, mais encore une fois, là, on est dans la conception poussée à l'extrême. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui approchent effectivement par certains ou plusieurs aspects ce type de conception. Déjà, l'architecture patio, s'il est suffisamment large, s'il est planté, etc., il apporte déjà du confort, c'est certain. C'est déjà beaucoup mieux qu'un cube en béton avec des façades vitrées. Enfin, mais c'est à peu près ce qu'on fait partout, un cube en béton avec des façades vitrées. Moi j'aurais une question, parce que tout ça c'est du neuf, de la création vraiment avec des études très poussées et tout cela. Est-ce qu'on peut retravailler l'ancien? Imagine par exemple que ce bâtiment, vous le refaçonniez à l'aune de vos recherches là. Est-ce que c'est possible, imaginable? Alors, on travaille beaucoup sur ces problématiques-là parce qu'on nous demande dans notre jargon, on dit reconstruire la ville sur elle-même, c'est-à-dire en fait rénover les bâtiments, c'est-à-dire en fait la rénovation thermique. Et donc on réfléchit à comment améliorer le confort des bâtiments, donc soit en améliorant la ventilation traversante, et dans certains cas, effectivement, il pourrait être intéressant de créer ce genre d'éléments de pubs patio-dépressionnaires. Par exemple, j'avais été sollicité par l'Agence française de développement, j'ai fait une mission à Maurice et ils m'ont amené voir un bâtiment qui s'appelle le Emile Anctil Building, qui est un bâtiment en plein centre de Port-Louis, c'est de l'époque brutaliste. C'est un bâtiment ministériel où il n'y a que des bureaux là-dedans et c'est autour d'un énorme patio, sauf qu'il n'a pas les caractéristiques d'un puits dépressionnaire et en fait, grosso modo, il me demandait de confirmer qu'il fallait le démolir, le bâtiment. Et moi je suis arrivé là-dedans, j'ai regardé, j'ai dit écoutez, je suis désolé de vous décevoir, mais moi je pense qu'on peut au contraire le garder et il faudrait juste mettre des rehausses pour essayer de le faire fonctionner avec un système de puits patio-dépressionnaire et à mon avis ça vaut le coup d'essayer parce que de toute façon ça coûtera beaucoup moins cher que de le démolir. Alors après ils l'ont pas fait évidemment, mais ils n'ont pas été super contents parce qu'en fait ils me payaient pour dire qu'il fallait démolir le bâtiment, je leur ai dit l'inverse. Mais bon, moi je suis pas payé pour dire ce qu'on me demande de dire, mais mais pour dire ce que je pense. Enfin, ce que je pense, en tout cas, par rapport à mon expérience. Parce que c'est pas une opinion, c'est basé quand même sur une observation et un savoir-faire. Merci beaucoup, monsieur, c'était très enrichissant. Je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas des peuples, il y a de ça des centaines d'années, qui avaient imaginé déjà cela? Sans vouloir vous vexer, bien. Non, mais... écoutez, l'architecture vernaculaire, c'est l'objet de beaucoup d'études, pas que par des gens à La Réunion. Dans toutes les zones tropicales, un des premiers boulots que font les architectes, c'est s'intéresser à ces architectures vernaculaires ou traditionnelles, ou quelle que soit la manière dont on les appelle. Et a priori, c'est pas une solution qu'on a trouvée avec, encore une fois, qu'il y ait des systèmes qui s'y en approchent. Oui, mais avec les caractéristiques qu'on a énoncées, c'est-à-dire avec un système à ciel ouvert, avec des débits de l'ordre de 50 à 100 volumeurs, on n'a pas trouvé. Hein. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, on n'a pas cette prétention-là d'avoir été exhaustif. Mais non. La ventilation traversante, c'était tellement plus simple. Parce qu'à l'époque, on n'était pas dans des milieux denses, on n'avait pas ce problème-là à gérer. Pourquoi se faire un truc, entre guillemets, une usine à gaz, alors qu'il suffisait de bien orienter son bâtiment, d'ouvrir les fenêtres de chaque côté, d'avoir de la végétation autour, ce qu'on avait, parce qu'on était sur des cases isolées, ou en tout cas avec un jardin. C'était pas forcément nécessaire. On était à moins dans des milieux urbains, comme en milieu tropical aride, avec des civilisations différentes, comme ce que je vous ai montré en Iran, ou dans les médinas du Moyen-Orient, ou de l'Afrique du Nord. On n'a pas du tout le même type d'urbanisme, ou l'organisation de l'habitat, dans l'habitat dispersé, parce qu'on avait besoin d'avoir un accès à la ventilation naturelle. Donc ils n'étaient pas débiles, ils ne se collaient pas les uns aux autres.
On se collait les uns aux autres dans des zones froides pour se tenir chaud, entre guillemets, ou dans les zones arides et sèches pour se faire de l'ombre mutuellement. Mais en milieu tropical humide, vous regardez l'habitat traditionnel, c'est de l'habitat dispersé, qui permet une bonne circulation de l'air avec de la végétation autour. Mais peut-être que ça existe, hein, je n'ai pas non plus la prétention d'avoir été exhaustif. Bonsoir et merci pour votre intervention très intéressante. Est-ce que j'ai une question alors qui n'est pas forcément en lien direct avec votre sujet sur le fluide dépressionnaire? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot rapide sur l'intérêt ou les avantages et les inconvénients de l'isolation thermique du bâtiment en zone tropicale humide comme ici à la Réunion? Alors, je vais être un peu direct, c'est que grosso modo, en fait, si on fait bien le job, l'isolation, elle ne sert pas à grand-chose, parce que quand on ouvre les fenêtres et qu'on veut isoler entre 30 degrés et 30 degrés, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, quand on isole, c'est parce qu'on a mal protégé le bâtiment. Donc, quand on a une façade exposée au soleil, elle va chauffer, elle va rayonner, elle va augmenter la température. Donc là, l'isolation, elle a un rôle, mais c'est par rapport au rayonnement pour éviter la surchauffe de la paroi. C'est pas du tout comme l'isolation dans les zones froides où on essaie de garder le chaud à l'intérieur. Mais si vous avez de la végétation aux abords, des bâtiments qui font ombrage et un toit ou une surtoiture qui fait le job, l'isolation elle sert à rien. On peut s'en servir, mais on peut l'utiliser, mais elle est pas. On peut s'en passer si à l'extrême on protège toutes les façades avec des protections solaires adaptées et le toit avec des débords suffisants. C'est à cette condition-là. Elle peut être utile quand on l'utilise surtout sur les façades est et ouest, où on a une incidence du soleil assez basse, et du coup c'est plus simple que de faire une protection solaire verticale sur toute la façade, du coup mettre un peu d'isolance, bon, ça fait le job, quoi. Oui, la toiture, mais si on fait une surtoiture, on peut s'en passer. Donc c'est plus intéressant à faire une surtoiture que l'isolation d'une toiture externe. En tout cas, ça ne va pas utiliser des matériaux. Ici, on a du mal à avoir des isolants naturels. C'est souvent des trucs dérivés du pétrole. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On aurait accès, on essaye, mais c'est pas évident d'avoir accès. Alors, il y a la ouate de cellulose qu'on peut utiliser dans les maisons privées, mais c'est difficile en bâtiment public, on a des problèmes d'incendie. Alors, j'ai pas évoqué les obstacles, parce qu'il y a aussi quand même, vous avez l'impression que c'est la solution miracle. Il faut quand même faire très attention, et on travaille aussi là-dessus, sur la sécurité incendie, parce que quand on favorise la vitesse d'air, on favorise aussi le tirage, et puis le tirage, ça illustre un peu une idée de cheminée, donc il faut faire attention quand même, parce que... Donc il y a aussi tout un aspect sécurité incendie que je n'ai pas développé, qui doit aussi être mis en perspective. Et là aussi, il faut que les réglementations s'adaptent à ces concepts, parce que c'est un vrai sujet. Hein. Je rebondis là-dessus, justement, parce qu'on le comprend bien, hein, le ciment absorbe la chaleur et tout cela, c'est un effet de four. Il y a beaucoup de bois, et particulièrement à l'extérieur. Alors la question est, combien de temps le bois dure-t-il comparativement à du béton, par exemple? Parce qu'il y a de la dégradation, c'est à la fois la pluie, le soleil, les vents, etc. Et donc je me demande si ça ne vieillit pas trop vite. Hein, ce ne sont pas les toits de Notre-Dame, évidemment, qui sont protégés. Là, c'est vraiment un accès. Oui, c'est une bonne question. Alors, je vais prendre le problème à l'envers. Moi, je connais des bâtiments en bois qui ont 1000 ans, je ne connais pas de bâtiments en béton qui ont 1000 ans, et il n'y en aura jamais. En fait, pour être un peu plus descriptif, effectivement, le bois, ça peut être c'est un matériau qu'il faut traiter avec attention, c'est-à-dire qu'il faut éviter de l'exposer directement au soleil et à la pluie. S'il est bien mis en œuvre, il peut durer longtemps. Quand il y a des erreurs de mise en œuvre, et on en a fait, effectivement, il s'abîme. Donc il faut respecter un certain nombre de règles. Mais par contre, à côté de ça, c'est un matériau renouvelable. Si vous avez un élément en bois qui s'est abîmé, vous pouvez le changer. C'est ce qu'on fait dans les cases créoles depuis toujours, c'est ce qu'on fait dans les temples shintoïstes qui ont 1000 ans au Japon. Tous les 100 ans, il y a une cérémonie, on démonte le temple, on sort toutes les pièces, on les étale bien propres, comme savent faire les Japonais, un truc incroyable. Ils changent les pièces qui sont abîmées et ils remontent. Et les trucs, ils ont 1000 ans. Vous ne pourrez jamais faire ça avec un bâtiment en béton. Vous ne pouvez pas le démonter et le remonter. Parce que vous ne pouvez pas enlever un morceau de béton. Et c'est bien ça le problème. Et le béton, en fait, dès qu'on le construit, commence un phénomène qui s'appelle la carbonatation, c'est-à-dire qu'au début, il est étanche et puis il devient poreux, l'air arrive et il va corroder l'acier qui est dans le béton, et cet acier en corrodant, il s'expanse et il fait des fissures qui accélèrent l'arrivée de l'eau, etc., etc. Donc ça demande un entretien qu'on ne fait pas, ce qui fait que les limites de vie du béton, on les atteint très vite. Et aujourd'hui, avec notre bureau d'études, on nous appelle pour faire des diagnostics sur des bâtiments en béton pour voir comment les rénover, et souvent la sanction, c'est il faut le raser. C'est exactement ce qui s'est passé sur le pont de Gênes, avec des défauts d'entretien et maintenance. Il avait atteint sa limite de vie, il s'est effondré.
Les ouvrages d'art, il faut savoir qu'ils sont calculés pour des durées de vie de 100, 120 ans, et les bâtiments, 50 ans. Ça veut dire qu'après, on ne sait pas trop, quoi. S'ils ont été bien faits, ils peuvent durer plus longtemps, mais s'ils ont été mal faits, et on ne va pas savoir les rénover. Ou alors ça va coûter très très cher. Alors qu'un bâtiment en bois, pardon, ou en acier, ou en pierre, vous pouvez toujours enlever une pierre et la remettre, enlever un poteau, mais en béton c'est beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué, souvent c'est très onéreux. Et pour aller plus loin, quelle est la nature du bois? Parce que c'est des bois d'importation, j'imagine cela. Bah, à La Réunion, ça serait si on avait des forêts qu'on peut exploiter. Hein. On a le cryptomérien, mais c'est pas un bois local, donc il a des qualités mécaniques qui ne sont pas terribles. Alors c'est vrai que la limite de l'exercice, c'est qu'on importe le bois, mais d'un côté, comme on importe aussi le ciment, le caillou, le machin, tout, autant apporter un matériau renouvelable plutôt que quelque chose qui n'est pas durable. Après, il faut faire attention, il n'y a pas de solution miracle. Alors, on utilise toujours le béton pour lester nos bâtiments, on en aura toujours besoin dans les fondations, mais ce qu'il faut, c'est utiliser chaque matériau au mieux de ses caractéristiques. C'est un peu ça, surtout l'intelligence. Et les espèces, pardon, majoritairement, on utilise des bois des forêts d'Europe, en fait, parce qu'ils correspondent aux normes européennes. À La Réunion, on peut utiliser que des matériaux qui ont ce marquage européen. Alors, dernièrement, il y a une annonce qui a été faite qui dit que peut-être on va pouvoir utiliser des matériaux qui viendraient d'autres régions, comme par exemple d'Afrique du Sud, et qui nécessiteraient du coup une certification locale. Et donc ça serait un sacré changement, parce que déjà on ne ferait pas faire la moitié du tour de la Terre à des matériaux pour construire. Et si on avait été un peu prévoyant, on aurait planté à La Réunion les forêts dont on aurait besoin aujourd'hui, on les aurait plantées il y a 30 à 50 ans, ce qu'on n'a pas fait. Mais il n'est pas trop tard pour le faire dans 30 à 50 ans, sauf que dans 30 à 50 ans, d'ici là, il faut trouver d'autres solutions, parce qu'on n'a pas les arbres locaux. Je voulais parler du béton, de la coupole du Panthéon, parce que là, on est presque... Le Panthéon, lequel? À Rome ou à Paris? Non, à Rome. À Rome, alors c'est un peu différent parce que c'est pas les mêmes formulations, il n'y a pas d'acier dedans. Et les murs du Panthéon, à la base, pour tenir le poids de la poussée de la coupole, ils font 6 à 8 mètres d'épaisseur. Donc c'est quand même un autre... Mais effectivement, c'est pas du béton armé. Hein. C'est pas pareil, effectivement. Donc c'est pas les mêmes phénomènes. C'est comme pour Notre-Dame, ils se sont rendus compte qu'ils utilisent des mortiers à base de chaux, qui sont calcifiés avec le... Donc on est sur des techniques un peu différentes. Moi je parle de béton armé. Hein. Oui, moi je voulais poser la question des moustiques. Parce que les jardins à l'extérieur, l'air qui passe dans les logements, là, dans les bureaux, l'eau qui tombe, oui, je me demande s'il n'y a pas des problèmes de moustiques. Alors, bien sûr, vous avez raison, il y a toujours des obstacles à la ventilation naturelle, il y a les poussières, les moustiques, le bruit, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, c'est que quand vous mettez une moustiquaire, ça va diminuer de 50% le potentiel de ventilation. Ça veut dire qu'il faut faire des fenêtres un peu plus grandes pour pouvoir avoir des moustiquaires, pour pouvoir toujours bénéficier du renouvellement d'air, mais qui est un peu diminué par la présence des moustiquaires. Mais il faut aussi travailler sur l'aménagement des abords. Il ne faut pas faire des jardins comme on le faisait avant avec des arbres et puis de la terre battue avec des flaques et puis l'eau qui stagne. Il faut avoir des vrais écosystèmes dans lesquels effectivement on va avoir peu d'eau stagnante, dans lesquels, ou bien si on a des mares, on va mettre des tilapias dedans pour pas que les moustiques se développent. Il va falloir aussi avoir un entretien, c'est-à-dire faire ce qu'on fait très peu finalement, se préoccuper de notre environnement pour faire en sorte qu'il soit le moins pathogène ou gênant possible. Il y aura toujours effectivement des nuisances, mais on ne va pas pouvoir... c'est difficile de concilier tout. L'architecture, c'est un métier de compromis. Donc il faut parfois accepter certains inconvénients pour avoir des avantages. C'est un peu une histoire de balance. On a des moyens de faire de la lutte antivectorielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et puis, encore une fois, il faut entretenir les espaces extérieurs. Autrement, effectivement, vous avez raison. On sait tous, quand on a un terrain à l'abandon à côté de chez soi, c'est une catastrophe, parce que là-dedans, il y a des nids larvaires énormes, etc. Alors que quand on est dans un environnement relativement bien maintenu, il y a beaucoup moins de moustiques. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins. Non, je voulais peut-être juste réinsister sur l'importance aussi de ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, sur le rôle des usagers et de la sensibilisation, de la pédagogie, parce qu'on peut faire des bâtiments, du coup, au niveau conception, on réfléchit sur des concepts de ventilation naturelle avec des ouvertures. Des fois, on peut aussi se retrouver, on s'en rend compte quand on fait des retours d'expérience dans certains bâtiments, que les usages
les usagers derrière n'ont pas forcément pris conscience de la conception. Et donc s'il n'y a pas de passation d'explication entre la partie conception et la partie exploitation, des fois on se retrouve avec des usagers qui n'ouvrent pas, et donc du coup là, tout le système qu'on a conçu, il a plus un intérêt. Ce qu'on dit, en fait, ce que j'essaie d'expliquer assez régulièrement, c'est que par exemple pour ce machin-là, quand je l'achète, j'ai un mode d'emploi. Enfin, je regarde pas toujours, mais il y en a un. Et quand on achète un bâtiment, ou quand on loue un logement, ou quand on achète un logement, ben, on n'a pas de mode d'emploi. Alors pourtant, ça coûte un peu plus cher et les conséquences sont autrement importantes. Donc effectivement, on s'attache à essayer de faire ça, mais c'est pas toujours évident. On l'a fait parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, en particulier là où on a nos bureaux, à l'île du Centre, on était super fiers de nous, on s'est dit on a fait un truc super. Et au bout d'un an d'usage, on a fait des enquêtes, et entre autres des enquêtes dans les logements, et les gens ils nous ont dit on pète de chaud dans votre truc, ça marche pas. Parce qu'en fait, les gens, quand ils partaient dans la journée, au lieu de laisser les ventelles ouvertes et de s'assurer qu'il y ait le renouvellement d'air, ils fermaient tout, donc le logement était en surchauffe, et quand ils rentraient le soir, il était trop chaud. Alors que les gens qui restaient dans la journée, ils avaient ouvert les fenêtres, et eux, ils disaient que globalement, ça se passait pas trop mal. Donc derrière, on a fait de la pédagogie pour expliquer qu'il faut ouvrir les fenêtres, ça paraît bête, mais... Écoute, vraiment... encore une question. Juste à propos de l'environnement et des moustiques, dans une ville coloniale comme Grand-Bassam, qui a été la capitale de la Côte d'Ivoire aux temps coloniaux, les règles de plantation étaient complètement différentes. C'est-à-dire ce que je vois là, de genre arbre du voyageur ou bananier, des choses comme ça, absolument interdit. On n'avait pas le droit d'avoir des plantes qui ont des réserves d'eau. Oui, il y a aussi le choix de ces végétaux, effectivement. Alors là, c'est en Calédonie. Alors Antoine, vraiment un très grand merci, parce que là tu nous as vraiment éclairé, et je pense que demain, ben voilà, nous aurons des habitats qui enfin nous satisfont les normes bioclimatiques. Alors je vous dis simplement cette petite chose, c'est que Antoine a fait cette préparation de thèse au laboratoire qui s'appelle Piment, et ce soir vous avez pu pimenter votre savoir. Alors c'est la dernière conférence du semestre, mais ceux et celles qui n'ont pas vu la création audiovisuelle